Comment tu t'es retrouvé engagé à faire de la cartographie en quelques mots? Il faut remonter à très loin. En fait, depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu une fascination absolument incroyable pour tout ce qui était représentation cartographique. Et je me souviens que quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, j'étais allongé sur le tapis, sur la moquette chez mes parents avec des grands atlas et je traçais des voyages, donc des lignes noires ou des lignes noires tiretées, tu vois, sur l'atlas, pour aller de Moscou à New York. J'inventais des tunnels, des ponts qui passaient au-dessus des détroits, et j'avais créé tout un réseau imaginaire de voyages et qui étaient en fait des lignes de bus ou de bateaux ou de hovercraft qui survolaient comme ça la steppe. Et j'étais dans un monde imaginaire d'un monde hyper connecté, avec plein de moyens de transport différents, de villes. Donc ça faisait une carte, je pense que j'ai dû les garder, je dois encore avoir ces atlas. Et c'est quelque chose qui m'est vraiment resté, qui est resté comme une empreinte très forte tout au long de mes études secondaires. Et quand j'ai terminé mes études secondaires, ça m'a évidemment donné le goût du voyage. Je voulais faire ouvrier, je voulais faire prolétaire, donc je voulais pas faire mes études tout de suite. Et je suis donc devenu chauffeur de camion, parce que le chauffeur de camion, c'est ce qui était le plus pratique pour découvrir le monde. Et j'ai donc comme ça convoyé des camions à peu près dans toute l'Europe, jusqu'au jour où, quand j'ai eu 21 ans, je pensais que c'était suffisant, qu'il fallait vraiment faire des études. Et les études les plus naturelles, quand on avait le goût du voyage et le goût des cartes, c'était de faire de la géographie, et en particulier de la cartographie, qui était certainement l'expression la plus puissante de l'analyse géographique, simplement parce que ça donne j'ai pensé que ça donnait une espèce de pouvoir sur l'espace et sur le territoire, de pouvoir en avoir une vision comme ça globale et immédiate. Donc c'est comme ça que je suis venu à la cartographie, mais je voulais pas venir à la cartographie en faisant du dessin, je trouvais pas ça très intéressant, je considère pas la cartographie comme une fin en soi, mais vraiment plutôt comme un outil, comme l'outil privilégié du géographe. Donc je me sens pas cartographe, bien que c'est le métier que j'exerce, je me sens d'abord géographe, j'ai des visions géographiques, j'ai une perception de la géographie, de la manière dont les communautés produisent leur territoire, comment le monde s'organise, ce monde systémique extrêmement complexe, très très difficile, de plus en plus difficile à lire d'ailleurs, et que la cartographie, elle est un outil totalement privilégié, l'outil totalement privilégié du géographe pour mieux comprendre les enjeux auxquels il est soumis, ou éventuellement les manipulations auxquelles il est soumis, ou éventuellement les modes de pouvoir auxquels il est soumis, d'aliénation, etc. Donc voilà comment je suis venu à la cartographie, et je trouve l'outil particulièrement puissant et intéressant pour exprimer des idées, pour lutter contre l'injustice sociale, l'injustice spatiale, pour essayer aussi de lutter contre toutes les formes de prise de pouvoir sur les communautés, essayer de défendre un petit peu ces territoires, son espace de vie. Voilà, donc ça mène assez loin, mais disons que ma vraie origine cartographique, elle est là. Ok, parfait. En ce moment, c'est quoi tes projets, tes derniers projets de recherche reliés à la cartographie? Il y en a beaucoup. Ok, alors voilà. Ceux qui te semblent les plus importants, les plus intéressants peut-être pour toi. Voilà, il y a des projets, il y a deux types de projets sur lesquels je travaille qui sont des projets de recherche. J'ai été un praticien de la cartographie pendant pratiquement 30 ans, en travaillant comme journaliste, comme investigateur, je dirais, et me servant de la cartographie comme du texte d'ailleurs, pour essayer de mieux comprendre le monde géopolitique en particulier, et le monde, la mondialisation comme un système très très complexe, pas du tout simple à comprendre, qui va un peu dans tous les sens, nord-sud, sud-sud, sud-nord, nord-nord, est-ouest, etc. Donc je suis sorti de ça. Alors, pratiquer la cartographie professionnellement, être un praticien de la carte, c'est-à-dire avoir un sujet, essayer de développer ce sujet dans un contexte de marché, puisqu'on est des travailleurs,
qui travaillons pour des journaux ou pour des maisons d'édition, pour des encyclopédies, et donc c'est une approche de marché. Il faut le faire vite, pour pas cher. On est intégré dans un monde qui est un monde commercial. Voilà, mais après 30 années, j'ai trouvé que c'était assez frustrant et j'ai voulu me sortir de cette logique de marché, de la cartographie de marché où il faut toujours faire au plus vite, avec toutes les perversions que ça implique, c'est-à-dire et qui sont de plus en plus faciles, hein, copy-paste from Internet, ou faire du plagiat, de reprendre le travail des autres, d'en changer les couleurs, de le transformer un petit peu, ou de reprendre les idées. Je me suis senti vraiment très inconfortable en fait dans ce système où on m'a poussé, où le journal pour lequel je travaillais éventuellement me poussait à reprendre le travail des autres en le citant à moitié ou en le citant pas, en disant voilà il faut s'en inspirer, etc. C'était déjà très très inconfortable d'une part, et d'autre part d'être aussi forcé à produire une vision du monde à laquelle on n'adhère pas. C'est-à-dire dans la représentation des frontières, un journal il a besoin par exemple qu'on y mette qu'on ne dessine pas la frontière entre le Sahara occidental et le Maroc, parce que sinon ce journal ne pourra pas vendre ses exemplaires au Maroc. Voyez, mais évidemment, c'est une violation du droit international, puisque le droit international reconnaît aux gens qui habitent dans le Sahara occidental le droit à leur autodétermination. Ils ne considèrent pas que c'est un territoire marocain, mais que c'est un territoire en devenir, et que pour l'instant il est toujours colonisé, ou il est toujours non autonome en devenir quelque chose. Et me forcer à ne pas dessiner cette frontière, eh bien on viole les peuples quelque part. Hein. On a l'impression vraiment de brutaliser les peuples et de ne pas considérer ce en quoi nous croyons, qui sont nos référents, nos critères, le droit international. Donc j'ai voulu me sortir de ça et faire de la recherche et travailler de me rapprocher de l'université, du monde académique et faire de la recherche. Je travaille donc aujourd'hui avec l'université de Helsinki au département d'anthropologie sur un programme multidisciplinaire dont l'objectif est d'essayer de trouver, de comprendre dans l'espace méditerranéen, c'est-à-dire la mer et les territoires adjacents à l'espace méditerranéen dans une acception assez large, quelles sont les pratiques, quelles sont les nouvelles frontières, s'il existe des frontières invisibles, des lignes de fracture, des lignes où il se passe des choses différentes de part et d'autre. Comment les communautés, comment les peuples, les autochtones, mais aussi les allochtones, c'est-à-dire ceux qui bougent, les migrants voyageurs, comment ils utilisent les frontières traditionnelles, politiques, celles qui existent, est-ce qu'elles sont encore pertinentes, est-ce qu'il y a d'autres lignes de fracture ou frontières qui existent. Voilà, c'est un programme très très large qui est fondé par l'Union européenne, qui dure 5 ans et qui est en fait un énorme programme qui implique plusieurs universités. C'est ces fameux programmes internationaux multidisciplinaires, ces consortiums. Je me suis d'ailleurs demandé pourquoi l'Union européenne mettait tellement d'argent dans dans ce type de recherche, a priori pas très pratique. Et je suspecte que l'Union européenne, qui voit un petit peu devant, probablement pense que sa politique migratoire de fermeture, ça ne pourra pas durer éternellement, et qu'il est probable qu'elle est en train, auprès des chercheurs, auprès des gens qui sont payés pour penser, pour essayer d'analyser, de déconstruire des systèmes, quel type de politique migratoire ou d'ouverture de l'Europe on peut pratiquer à l'avenir, quels sont les risques si on ouvrait tout, etc. Moi je pense qu'il y a de ce côté-là une Europe qui est très crispée sur ses positions, qui se referme, qui politiquement est obligée de le faire puisque cette envolée populiste la force à le faire, mais elle sent bien qu'elle va dans le mur et que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc c'est tout un projet de recherche multidisciplinaire qui implique des économistes, des juristes, des gens du monde de la finance, des géographes, des anthropologues évidemment, pour essayer de comprendre comment fonctionnent les nouveaux systèmes de circulation, les nouveaux systèmes de frontières dans l'espace méditerranéen d'une manière globale et aussi sur les hotspots. Melilla par exemple, Ceuta, Jérusalem, Alexandrie, Le Caire, aussi Barcelone où il se passe des choses intéressantes, et on s'intéresse beaucoup en particulier aux superpositions de pratiques territoriales. Pour prendre l'exemple de Melilla, on est en train sur le terrain de Melilla d'étudier
cette pratique d'une frontière, tout à fait paradoxale, hein, puisque c'est une frontière extérieure qui est quand même qui va de l'Union européenne directement en Afrique, avec un système de 8 grillages, dont 2 de 10 mètres de haut, avec plus de 50 000 passages, alors parfois c'est les mêmes personnes, de frontières quotidiens. Donc c'est paradoxal, on essaie de comprendre comment on peut imaginer un système avec 6 grillages de part et d'autre, dont 2 qui font 2 mètres de haut, des hélicoptères, des drones pour surveiller, un investissement considérable. La garde civile espagnole, ils sont peut-être 500 ou 600 personnes à surveiller le truc. Et en même temps, il y a un système organisé de passage de cette frontière. C'est qu'entre 40 et 50 000 passages de gens qui vont de part et d'autre, hein, depuis le Maroc jusqu'à Melilla, de Melilla, pour faire du commerce, pour venir travailler, voilà, les femmes de ménage par exemple, les enfants pour venir à l'école, du Maroc jusqu'à Ceuta, de ressortir, des gens qui font du business, des gens qui font du commerce, et tout ça organisé d'une manière tout à fait réglée dans le sens des règlements. Il y a des règlements et des lois. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de trouver aussi après un mode d'écriture, un nouveau mode d'écriture cartographique pour signifier cette superposition verticale et horizontale de la pratique de cet espace très particulier qu'est la frontière et des territoires adjacents. Alors, c'est peut-être un petit peu confus la manière dont j'explique, mais on doit trouver un système visuel pour exprimer une immense complexité géographique de pratiques territoriales et de trouver la visualisation ad hoc pour pouvoir faire comprendre ces pratiques territoriales, ces systèmes et ce qui s'y passe. En y intégrant évidemment le facteur humain, de l'exploitation des femmes et des hommes cargo qui vont faire plusieurs fois le tour entre le Maroc et Melilla pour transporter des marchandises pour quelques euros. Voilà, il y a tout un aspect socio-économique, social, de pauvreté qu'il est important de prendre en compte. Voilà. Donc voilà un type d'étude multiparamétrique sur lequel je travaille. Alors, un exemple, c'est Melilla. Je vais avoir 8 hotspots et la responsabilité aussi de guider des PhD candidates dans la formalisation de leur sujet, puisque ce sont eux qui travaillent sur ces régions. Donc ici, on est plutôt sur un projet frontière-territoire, avec les liens entre frontières et territoire, et puis souvent, là, on a autant des frontières qui sont extrêmement visibles ou des lignes de fracture qui sont extrêmement visibles, qui déchirent le paysage, puisqu'elles ont cette expression avec des murs, des grillages, avec tout un système de surveillance. Mais on travaille aussi sur d'autres frontières ou d'autres lignes de fracture totalement invisibles à l'œil, mais qui sont très réelles dans les pratiques territoriales, dans les communautés, dans les appartenances religieuses, philosophiques, etc., en particulier entre la Grèce et les Balkans, entre la Grèce et la Macédoine, entre la Grèce et la Yougoslavie, des lignes qui ne sont pas forcément marquées dans le paysage, mais qui sont importantes. Et ça inclut aussi, voilà, un autre layer, toute la politique d'équipement des câbles sous-marins. Dans la Méditerranée, c'est très économique, mais c'est aussi très politique. Quelles sociétés sont impliquées? Quelles sont celles qui financent ce câblage? Dans quel sens ils le font? Est-ce que connecter une ville avec une autre, passer par un plateau continental ou un autre, c'est jamais un hasard? Il y a toujours derrière une stratégie socio-économique et politique, des accords avec des États, des villes qui sont évitées, des villes qui sont prioritaires, etc. Donc c'est aussi une sorte de déconstruction de la construction territoriale, socio-économique et territoriale. Donc ça, c'est le gros projet sur lequel je travaille, qui m'occupe et qui est très intéressant parce qu'il va susciter la recherche d'une nouvelle écriture cartographique. On est donc dans la cartographie expérimentale, face à une recherche aussi complexe, eh bien, il va falloir inventer une nouvelle cartographie pour pouvoir exprimer de manière pertinente cartographiquement cette complexité. Et c'est là où on voit que
c'est pas intéressant d'en faire une cartographie classique. Ce qui est intéressant, c'est de trouver un mode de représentation visuelle un peu quelque chose qui soit nouveau, qui soit original et qui soit fidèle au résultat de ces nouvelles recherches. Donc on commence pas par cartographier un territoire pour savoir ce qui va s'y passer, mais par étudier un territoire, comprendre les enjeux et ensuite trouver le mode de représentation visuelle, qui n'est pas nécessairement une carte de géographie d'ailleurs, mais qui peut être des cartogrammes, des anamorphoses, des représentations déconnectées de la géographie aussi, qui donnent la priorité au système plutôt que aux principes territoriaux, particulièrement en ce qui concerne les câbles ou ce qui concerne Internet ou la circulation d'argent, qui est très très déconnectée des territoires, même si elle garde un lien avec le territoire. C'est aussi une dimension supplémentaire qu'il faut prendre en compte dans cette cartographie. On cartographie ce qui se passe sur le territoire, mais ce qui se passe en dehors du territoire, c'est aussi intéressant. Ça a un impact sur le territoire, mais ça part un peu dans tous les sens. Et là aussi, il faut être très inventif pour trouver un mode de représentation de quelque chose qui est devenu, par la force des choses, territorial. Donc voilà le grand projet qui m'occupe et qui est, disons, le projet géographique. Et le deuxième projet sur lequel nous travaillons, qui est un projet beaucoup plus général de cartographie et qui est une recherche, alors on l'a appelé recherche en cartographie expérimentale. On est parti de la géographie critique et de la cartographie critique, puis de la cartographie radicale, qui était le type de cartographie très utilisé depuis 2 ou 3 décennies par des activistes. Et curieusement d'ailleurs, c'est pas du tout des géographes qui ont mis en place, qui ont utilisé et qui ont développé le concept de cartographie radicale. C'est des urbanistes, des architectes, des activistes, des artistes qui ont trouvé là, qui ont découvert à travers la cartographie un moyen très très efficace pour exprimer de manière puissante et de manière très forte leurs revendications. Bon, c'est très lié à la recherche de la justice sociale, à la dénonciation du contrôle, de la surveillance, etc. Il faut certainement revenir et réexplorer le travail de Trevor Paglen, par exemple, qui à mon avis, ou de Marc Lombardi, qui à mon avis sont les deux personnalités. Les deux sont des artistes d'ailleurs. Les deux sont des artistes activistes, ils n'ont rien à voir avec la géographie, c'est pas des académies, mais ce sont ceux qui ont certainement utilisé de la manière la plus extraordinairement puissante la représentation géographique, la représentation visuelle des données pour montrer le trop de contrôle, le trop de surveillance, pour montrer l'injustice spatiale, l'injustice sociale. Donc c'est dans ça que c'est intéressant. Et donc notre idée était de passer de cette idée de cartographie radicale et de faire des expérimentations sur ce qui existait déjà en pratique de cartographie radicale ou critique, et on l'a nommé cartographie expérimentale, donc on travaille maintenant en relation avec quelques labos d'université, à Bordeaux en particulier, avec Passage, Béatrice Collignon, avec Poitiers et toute l'équipe de Migre Europe, avec Tours et l'ancien labo Urbama et Florence Troin, et avec Strasbourg aussi, avec Anne-Christine Brunner. Donc là aussi, on a un réseau, alors on est très peu financé, mais on a quand même quelques financements, mais en tout cas, c'est vraiment très très typiquement un projet de recherche fondamentale, je dirais, sur, je ne sais pas comment on pourrait le résumer, on pourrait dire, sur imaginer et trouver collectivement des nouvelles écritures cartographiques. Je pense que je ne pourrais pas le dire mieux que ça. Donc voilà les deux projets vraiment les plus motivants, les plus enthousiasmants, les plus intéressants. Il y en avait un troisième qu'il faut mentionner. Je suis aussi mandaté par l'université de Zurich, le TH, sur un très très gros programme qui s'appelle Extended Urbanization. Là, ce sont des urban planners, ce sont des planificateurs urbains et des architectes essentiellement, mais l'équipe regroupe des anthropologues. Et là aussi, c'est une recherche expérimentale et fondamentale sur comment les villes se développent aujourd'hui. Donc ça, c'est de manière très, très générale. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce projet, c'est que c'est la définition de la ville ou de l'espace urbain ou de l'agglomération dans un sens très très large. On a par exemple une des étudiantes qui est une architecte qui fait tout un travail sur l'urbanisation de la mer du Nord et qui considère que tous les équipements, les plateformes, les tuyaux, la circulation, c'est comme si c'était une grande ville. Donc elle fait en fait une métaphore, elle considère que cette mer du Nord c'est une ville énorme et qu'elle se développe
bien que ce soit la mer, pour elle c'est un espace urbain, elle le traite comme un espace urbain et elle l'analyse avec les outils de la géographie urbaine, ce que je trouve extrêmement intéressant sur le déplacement, sur la mobilité, sur des nouveaux types d'habitation, sur les économies en énergie. Et ça c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Alors c'est assez focalisé sur la mobilité. On a une étudiante qui travaille sur Calcutta et la région, une autre étudiante qui travaille sur le corridor entre Abidjan et le Nigeria. Tout ce qui s'y passe à plusieurs échelles, et c'est très intéressant. Mais c'est vraiment très typiquement de la géographie urbaine. C'est vraiment the urban matter, comme on dit en anglais, l'étude aussi de manière très originale, très progressiste, très très expérimentale, de considérer la ville dans une définition très très large, qui n'est pas l'extension urbaine telle qu'on l'imagine, mais que parfois la campagne, même s'il n'y a pas du tout de ville, elle fait quand même partie de la ville, parce que l'impact de la ville qui est proche est énorme, même si, enfin proche ou pas moins proche, parce que l'impact est important du point de vue socio-économique, du point de vue de la population, etc. Donc ça c'est aussi assez intéressant. Donc voilà les 3 très très gros projets sur lesquels je travaille, un peu par hasard d'ailleurs, comme toujours, nous géographes, on s'intéresse à plein de trucs, mais là c'était vraiment le frontière-territoire et choses urbaines, oui. Je veux juste revenir sur un petit point que tu as mentionné, c'est dans ton premier projet, tu as l'air de dire que la carte, ça arrive vraiment en fin de processus, dans le sens plus de communication, de résultat, d'une compréhension. Je suis curieux quand même de t'entendre sur la carte comme moyen de comprendre, parce que il me semble que tu es allé un petit peu vite là-dessus, et j'aimerais juste savoir ce que tu penses de ça. Oui, tout à fait. En fait, pour moi, la carte, c'est vraiment aussi un outil pour essayer des trucs. Donc c'est très clair. On est vraiment dans une discipline qui est très très riche, très complexe, et par laquelle on peut rentrer. Il y a plein de portes et plein de fenêtres par lesquelles on peut rentrer dans ces cas. Alors quand je dis ça, ça veut dire que moi je fais pas de cartes pour faire des cartes. Ça, faire du dessin, ça m'intéresse moyennement. C'est pas vraiment ça que je voulais dire. Je voulais dire d'abord, je m'intéresse à un sujet. Et si on me demande de travailler sur un sujet, je veux d'abord lire, je veux d'abord me familiariser, absorber ce sujet. Quand on m'envoie sur le terrain et que j'ai le temps, je peux passer plusieurs jours simplement en prenant connaissance du terrain, en faisant des croquis, en faisant des esquisses, en prenant des photos, en essayant de comprendre, et de jamais commencer à cartographier tout de suite. Une fois que tu as fait le tour du terrain, oui, et que tu as compris éventuellement quelles sont les relations entre les éléments de la géographie, de pouvoir le faire. Cela dit, il y a une différence entre le terrain et le travail du bureau. Le travail du bureau, c'est que nous travaillons aussi avec des grosses masses de données. Alors c'est un peu classique de le dire, et les statistiques, les données quantitatives et qualitatives, elles sont de plus en plus disponibles, les tableaux sont de plus en plus complexes, de plus en plus gros, et on est en train aussi de développer, en particulier avec mon collègue Philippe Rivière, qui lui est un mathématicien et qui travaille plus particulièrement sur cet aspect-là de la cartographie, de développer des outils pour rentrer dans ces grosses bases de données et essayer de les traiter, de diagonaliser ces données, de les traiter pour qu'elles puissent nous dire quelque chose. Donc c'est vrai aussi que du coup l'expression cartographique, la représentation visuelle de ces données intermédiaires, elle est aussi importante. D'avoir une très grosse base de données, de lui faire subir un traitement, de la diagonaliser par exemple, ou de lui faire subir une analyse factorielle ou une analyse en composantes principales, et puis de créer un certain nombre de cartes directement à partir des chiffres, si ces chiffres sont spatialisés, ou pas d'ailleurs, même ça peut être tout à fait des chiffres quantifiés, et après on remplace les chiffres par des formes ou par des couleurs, pour voir ce que ça donne. On essaye des trucs. Moi j'aime bien cette expression, de dire la cartographie, ça permet d'essayer des trucs et de voir. Puis ensuite d'avoir 10, 15 ou 20 documents cartographiques de travail pour voir ce que ça donne. On n'a pas besoin ni de les designer, ni que ce soit beau, ni que ça peut être même très fouillis, c'est pas grave. En tout cas, nous, on peut effectivement voir si il y a des concentrations spatiales intéressantes, si c'est pareil partout, s'il y a des distorsions, etc. De toute façon, en géographie, tu le sais bien,
Déjà, nous, géographes, vraiment, on n'aime rien mieux que les grosses concentrations spatiales, parce qu'on peut dire quelque chose, on est toujours gêné. Quand un phénomène est réparti de manière parfaitement équivalente sur le territoire ou sur l'espace, on est bien emmerdé, parce que du coup, on ne sait plus quoi en dire. Ou alors, quand il n'y a rien, même si moi, je pense que l'absence de quelque chose dit beaucoup de choses, justement. Mais en tout cas, ce travail de traitement, très très rapide de traitement de données, qui est un premier... dégrossissement, elle est vraiment utile. Donc, dans ce cas-là, oui, je suis absolument d'accord. On se sert aussi de la carte pour essayer d'identifier des tendances sur lesquelles on va travailler. C'est un premier travail qui va nous permettre d'abandonner des pistes et de privilégier certaines autres pistes. Et c'est un travail parallèle. Mais donc on le fait nécessairement parce qu'on a besoin, quand on travaille sur un espace, les relations économiques de Mélia avec le monde, on va nécessairement passer par des données qui sont des données de transport, quelle marchandise arrive, ça vient d'où, voilà. Et donc on ne pourra le faire qu'à travers des traitements statistiques lourds, et il faut vraiment développer des outils, des méthodes, et travailler collectivement avec des gens qui sont compétents pour le faire, pour faire ces traitements statistiques, justement pour pas se tromper, pour pas avoir les bonnes pistes. Donc, dans ce cas-là, je pense que je suis d'accord que la carte, elle est autant l'expression d'une intuition qu'elle est simplement un outil qui va permettre de mieux choisir les pistes sur lesquelles on va travailler. Donc, on peut aussi rentrer par cette porte-là. Ok. Oui, il y a quand même une dimension itérative, à mon avis. Enfin, il me semble que tu exprimes ça assez clairement dans le fait de comprendre, analyser, cartographier, recomprendre, reanalyser, recartographier. Une espèce de processus qui fait que la carte n'est ni en début ni en fin. Elle est un petit peu partout, elle évolue, et elle fait évoluer en même temps les idées spatiales. Tout à fait. En plus, je suis assez résilient et assez flexible, c'est que j'ai pas envie de dire d'être très strict dans la méthodologie, de dire la carte, elle arrive à tel moment, et il faut pas qu'on pense carte avant. En fait, elle peut arriver n'importe quand on sent qu'on en a besoin. C'est vraiment comme le désir. La cartographie, déjà, c'est une discipline très ludique, quelque part, puisqu'on utilise des formes, des couleurs, etc. Et il y a un moment où on a le désir de la carte, ou disons le besoin. On a ce besoin d'avoir... de dessiner et de montrer quelque chose, et donc il faut se laisser aller à ce travail. Donc en même temps, c'est un peu paradoxal, mais en même temps, on doit suivre une méthode de recherche qui est relativement stricte, dans le sens où on est des chercheurs et qu'on a des modes opératoires à respecter, référencer, sourcer, etc. Essayer de garder une démarche pour aller de A à Z, qui est une démarche classique, et en même temps, à travers cette démarche classique, de pouvoir s'autoriser cette liberté, de pouvoir faire rentrer les outils, les éléments au moment où on sent qu'on en a besoin. Donc c'est un petit peu... c'est ça qui est complexe, c'est-à-dire de s'autoriser cette liberté, mais en même temps de garder un fil directeur solide en acier pour ne pas perdre de vue où on